Ben alors un petit peu d'histoire quand même, Liliane, il faut y aller, hein, il faut y aller. Oui. Parce qu'en plus, Caroline a passé le témoin d'une certaine manière. Donc, Oui, la première chose quand même, Caroline, c'est vrai que de temps en temps, les jeunes féministes aujourd'hui nous stupéfient par leur capacité à ignorer tout ce qui les a précédés. Quand nous étions des jeunes féministes, nous n'avons pas fait exception. Le premier numéro de revue issu des premiers cercles de ce qui allait devenir le MLF s'appelait glorieusement Libération des femmes, année zéro. C'était en 1970. Après, un certain nombre d'entre nous se sont jetés tête baissée dans la découverte, même pas la reconstitution, la découverte de l'histoire des femmes qui était pratiquement inconnue à l'époque. Beauvoir en connaissait un bout dessus, d'ailleurs, en 1949. Mais voilà, donc nous n'avons pas fait exception. Ça nous empêche d'être trop revendicantes vis-à-vis des jeunes générations qui, pourtant, de temps en temps, se trouvent bizarrement partagées entre le reniement, à savoir que le féminisme c'est ringard et que maintenant la libération passe par des talons de 15 cm de haut, ou au contraire, et ce n'est pas tellement mieux, la statification du mouvement et la répétition infinie de ce que nous avions dit dans les années 70 et que je pense un grand nombre d'entre nous n'ont plus du tout envie de redire aujourd'hui, compte tenu que le monde n'est plus celui qu'il était dans les années 70. Voilà. Alors, je n'ai vraiment pas très envie de jouer les anciennes combattantes. Je pourrais, un peu comme Georges Perec, vous dire je me souviens de Simone de Beauvoir. Et de fait, je pense que nous avons les unes et les autres des souvenirs absolument étonnants de Simone de Beauvoir. Je pense à ce moment extraordinaire où nous avions à quelques-unes les femmes qui faisaient le sexisme ordinaire, je vous dirai tout de suite ce que c'était, et quelques autres, celles du groupe qui travaillait sur l'émission de télévision de Sartre. Là, on était déjà dans l'histoire. Nous l'avions invitée à déjeuner, ça se passait chez moi. Elle avait un sacré coup de fourchette, il faut bien le dire. C'était un plaisir de l'avoir mangé. Et de verre aussi. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée, la fourchette en l'air. Elle a dit, je lui avais préparé un gigot, des gigots comme ça, il n'y en a plus que dans les familles. Ah! Beauvoir faisant l'apologie de la famille qu'elle avait tellement contribué à déstabiliser. Sur le moment, on était un peu étonnés. Après, on s'est quand même souvenu que non, elle n'était pas contre toutes les familles, elle était contre les familles contraintes, imposées, contre celles qu'elle avait connues et qui l'avaient tellement fait souffrir. Mais bien entendu, elle était pour les familles choisies. D'ailleurs, ses amis des temps modernes s'appelaient entre eux la famille. Et nous nous sommes dit après que peut-être nous étions une des petites familles qu'elle s'était choisie. Et je crois bien que c'est le plus beau compliment qu'elle ait pu nous faire ce jour-là. Elle nous faisait des compliments sur ce qu'on écrivait, mais voilà. Et c'était quoi les chroniques du sexisme ordinaire ? Alors, les chroniques du sexisme ordinaire, c'est 4 ou 5 jeunes femmes qu'il avait rencontrées 1 ou 2 ans plus tôt, au moment de la préparation des journées de dénonciation des crimes contre les femmes, donc il la connaissait un peu, qui était nous étions en plein dans la préparation, dans la militance universelle du mouvement. Il fallait faire des tracts, écrire des articles, taguer des affiches sexistes, etc. Et puis à un moment donné, quelqu'un a dit, mais tout de même, on nous demandait un peu partout des interviews, il y a des revues qui nous proposaient d'écrire. Je dis quand même, les temps modernes, ça existe. Quand même, ça a été fondé par Simone de Beauvoir. Si on lui demandait de nous accorder de la place pour 2 ou 3 articles. Et on est allé la voir. Je me souviens de la réunion avant d'aller la voir au café. Bon, alors,
peut-être qu'elle sera d'accord, on va essayer de faire des articles sérieux. Alors, on arrive, et on lui dit, voilà, il y a le MLF, bon, elle savait un peu quand même ce que c'était, et on s'est dit que peut-être, si vous étiez d'accord, est-ce que vous nous autoriseriez à écrire 2 ou 3 articles sur la situation des femmes et les luttes des femmes? On était terrifiés, il faut bien dire. Alors, 2 heures après, on est sorti avec une double commande, un numéro spécial. Vous pouvez faire ça d'ici 6 mois? Aujourd'hui, on ne pourrait pas. On l'a fait en 6 mois. Et c'est le fameux numéro des femmes sans tête qui a fait un tabac. Je crois que c'est un des numéros des temps modernes qui s'est le plus vendu. Et deuxième commande, puisqu'on lui avait raconté au fur et à mesure tout ce qu'on rencontrait, tout ce qu'on lisait, tout ce qui nous énervait terriblement, il y avait bien plus de choses que maintenant. J'ai dit, mais ça va pas dans un numéro spécial, il faudrait ramasser tout ça tout le temps. Vous devriez faire une chronique régulière tous les mois dans les temps modernes. Voilà. Autant vous dire qu'on s'est affalé au café en sortant, investi d'une responsabilité historique absolument inouïe. Et vous avez bu? Oui, oui. On a bu, on a travaillé comme des folles, on a passé, ça se passait à la veille de l'été, les 3 mois de l'été, à compulser des tonnes et des tonnes de journaux, des tonnes et des tonnes de bouquins. On s'est retrouvés à la rentrée, on avait chacune ça de textes sexistes, plus indignants. On était très indignés à l'époque, nous aussi. Et on est arrivé chez Simone de Beauvoir avec ce tas d'immondices. Vraiment, c'était... Vous ne pouvez plus le trouver parce je pense qu'on n'a pas mis dans le bouquin, mais... Et on lui a mis ça sous le nez, elle a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On n'avait qu'une seule envie, c'était de balancer ça tel que tout cru. C'est un peu ce qu'on a fait, on a juste mis quelques intertitres pour dire, je ne sais plus, les machistes doux, les machistes... Je ne me souviens même plus. Bon, alors après, elle nous a dit, bon, ben maintenant, il faut quand même mettre un peu de texte. On lui a donné... Donc, on lui apportait tous les mois, on lui déposait les fruits de notre travail, qui étaient fiévreux, extrêmement agréables. On a rarement autant ri en même temps. Il faut dire que le MLF est un des mouvements sociaux, à ma connaissance, où le rire a eu la place la plus importante. On lui déposait ça, on la voyait quelques jours après, elle nous disait « ça va, ça ne va pas ». Bon, pendant 2-3 mois, elle nous disait là, quand même, ça ne va pas, après, ça ne va pas. Après, elle avait décidé qu'on était grande, ça allait très bien. Elle nous a très rarement refusé des textes, presque jamais d'ailleurs. Elle nous a demandé d'intervenir et on a continué comme ça pendant 10 ans. 10 ans, tous les mois, à débusquer et puis on s'était aguerris, on était de plus en plus sophistiqués, on ne prenait plus seulement les injures, on prenait les gens sympathiques et sympathisants. Par exemple, on a eu, dès la première chronique, une demi-page dans Le Monde. Et je dois dire que mon travail avec Josiane, là, d'une certaine façon, c'est aussi ma façon de payer ma dette à ce journal, qui nous a couvert de fleurs via l'auteur de sa rubrique des revues qui s'appelait Yves Florenne, dont j'ai relu les rubriques il y a quelques jours, qui était tombé raide, enthousiasmé par ce que nous faisions. Dieu sait si nous étions naïfs par moments, et qui, tous les mois, nous donnait une demi-page pour dire « Écoutez, elles sont formidables. » Il avait du mérite dans un journal aussi macho, il avait du mérite, Yves Florenne. Et donc, ça a fait grimper les ventes des temps modernes. Et nous étions vraiment... Nous ne comprenions pas très bien ce qui se passait. Enfin, bref, nous avions un allié extraordinaire. Et voilà-t-il pas qu'à propos d'une série de textes que nous avions écrits sur le Scum Manifesto de Valérie Solanas, notre protecteur prend la mouche et dit « Ah non, quand même là, elles vont un peu loin.
comment... je cite le texte qui dit... Mais alors, qui s'adresse donc aux hommes, vous nous direz, vous souhaitez donc, vous les féministes, un monde sans hommes, nous lui répondrons, nous ne souhaitons pas un tel monde, nous le préparons. C'était de Cathy Bernheim, qui est, je crois, présente ici. Et là, Yves Floren, qui nous avait soutenus à bout de bras pendant des années, a dit... Tout de même, je ne suis pas suicidaire à ce point-là. Je ne peux pas m'immoler pour leur faire plaisir. Et si c'est ainsi, je leur ferai le plaisir de ne plus leur parler. Il n'a absolument pas tenu parole. Il a boudé pendant 6 mois ou 1 an. Et après, il a recommencé à dire du bien de nous. Voilà, donc c'était ça le début des années mouvement. C'était ça l'extraordinaire soutien de Simone de Beauvoir, qui, elle, avait des critiques dans le comité des temps modernes. Je sais par exemple qu'André Gorz, qui était un formidable économiste, théoricien, avait dit un jour elles sont gentilles, mais qu'est-ce qu'elles apportent sur le plan théorique? Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait répondre. Et je ne désespère pas qu'il y ait un numéro des temps modernes qui répondent et qui montrent tout ce qu'on a apporté sur le plan théorique depuis. Donc, elle avait à nous défendre. Nous, on n'était pas au comité de rédaction. Simone de Beauvoir arrivait. Elle avait quelques remarques. Elle avait aussi des coups de fil plaintifs de certaines de ses amies que nous étripions allègrement sans savoir que c'était ses amies. Donc, on lui disait, mais enfin, vous vous rendez compte ce que ces jeunes femmes disent de nous? Elle disait, oui, c'est un peu dur, mais sur le fond, elles ont raison. On va déjeuner ensemble. Et voilà, c'était ça, les relations avec Simone de Beauvoir. C'était pas seulement ça. Elle nous soutenait même en dehors des temps modernes. Je sais qu'elle avait été extrêmement intéressée au moment où nous avions fait les premières tentatives d'études féministes, qu'elle nous avait soutenues au moment du premier grand colloque d'études féministes en 81 à Toulouse, qu'elle nous avait beaucoup encouragé, Françoise Pic et moi, au moment où nous étions absolument à peu près seuls au monde, à essayer de démêler l'incroyable écheveau de mystère et de mythologie qui était la légende de la fondation de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Nous avions absolument tout le monde contre nous parce que, à force de chercher quelque chose qui n'existait pas, nous avions fini par dire peut-être ça n'existe pas. Et donc on voyait Beauvoir, on lui disait écoutez, c'est terrible, tout le monde nous en veut, c'est un si beau mythe d'origine, mais quand même on a vraiment l'impression que c'est une invention. Elle nous disait écoutez, allez-y, la vérité vaincra. Et vraiment, on a été traités de négationnistes. Ça a été terrible de casser le mythe d'origine d'un mouvement. Eh bien oui, un jour, on a découvert, après de longs voyages, je suis allée au diable en Suisse pour chercher des journaux introuvables, que, en effet, la légende dorée de la fondation du 8 mars avait été inventée en 1957 par des femmes du Parti communiste français. Et Beauvoir nous a dit, c'est très bien ce que vous avez fait. Mais vous dites que vous aviez peur en allant voir Simone de Beauvoir. Moi aussi, quand je suis allée l'interviewer, c'était la peur de ma vie. Mais c'est justement parce qu'on l'avait sans doute investi d'une sorte d'aura, alors que Julia Kristeva dit très bien, elle démontre très bien qu'au fond, elle ne s'est jamais posée comme chef. Elle a récusé ce rôle de chef, n'est-ce pas ? Écoutez, moi je n'ai pas eu l'occasion et la chance de la connaître de près. Je l'ai croisée rarement et j'avais aussi une sorte d'effroi comme ça devant le personnage, surtout la gloire, l'aura qu'elle avait à Saint-Germain-des-Prés. Mais je voulais rebondir sur quelque chose qui me frappe en vous écoutant. Chacune a une histoire
avec Simone de Beauvoir. Et je pensais, en vous écoutant, la mienne, parce que je me trouvais dans un autre pays qui n'est pas la France et qui voyait ce qui se passe en France avec un regard à la fois stupéfait, ébahi, admiratif et différent, et étranger, et qui essayait de s'inventer son propre féminisme à partir de cette étrangeté. C'est un pays qui s'appelle la Bulgarie et qui était un pays communiste, justement. Et quand nous ne pouvons pas lire ces livres-là, ça n'arrivait pas. C'était même pas comme quelqu'un qui vient d'Algérie, qui est éduqué dans la langue française et qui peut avoir accès au texte français. Et un ami journaliste m'a apporté Le deuxième sexe. Moi, je devais avoir 17 ou 18 ans. Et j'ai découvert quelque chose qui n'était pas un isme, qui n'était pas un féminisme, qui n'était pas un groupe, qui n'était pas un mouvement. J'ai découvert une pensée qui voulait être libre et qui essayait de dire comment elle est libre. Et pour la première fois, elle le disait ni avec les termes du communisme, c'est-à-dire lutte économique, lutte des classes, lutte pour la place dans la production, etc., ni en termes philosophiques, bien qu'elle soit philosophe, mais elle le disait à partir du corps de la femme, du corps et de sa manière très singulière de vivre ce corps. Et cette manière singulière, elle l'a trouvée dans une série de femmes de la littérature française, de Madame de Sévigné, en passant par Théroigne de Méricourt, par toutes sortes de gens, y compris Stendhal, sans oublier pas une les femme. saintes, qui n'était pas une femme, y compris Stendhal, je veux dire, des hommes qui parlaient des femmes aussi, parce qu'elle n'était pas, telle que nous l'avons lu à ce moment-là, quelqu'un qui excluait le sexe masculin. Il s'agissait justement de se transcender pour trouver, et je rejoins l'objection que me faisait tout à l'heure Teslim, c'est-à-dire se transcender soi-même et trouver sa singularité pour rencontrer d'autres libertés. Donc cette idée, non pas de faire un mouvement qui est un isme et où tout le monde est pareil, mais comment faire une communauté de libertés différentes. Et pour moi, c'était une idée de mouvement libérateur fondée sur la liberté singulière qui se conjugue avec celle des autres. Et je voyais pour la première fois qu'un groupe humain est capable d'être libre sans être totalitaire. Donc c'était ça le message que j'ai perçu, que le féminisme, c'était une manière d'être dans une lutte de liberté pour un groupe, mais dans ce groupe, on ne voyait pas qu'une seule tête. Et que les femmes avaient le droit d'être différentes, d'être singulières, d'être créatrices. Alors, d'où avais-je cette idée-là? Mais parce que quand elle parlait du groupe qui allait se libérer, de cette humanité féminine, et que le féminisme donnait donc une autre vision à l'humanisme, ben, elle fondait ça sur des expériences créatrices particulières, comme si elle nous invitait à inventer notre génie à l'intérieur d'un mouvement. Et je me disais, jamais ça n'a été fait dans tous les mouvements libertaires depuis la Révolution bourgeoise, qui a essayé d'inventer le paradis sur cette terre. Mais à chaque fois, il y avait tous les bourgeois qui devaient être tous jusqu'à faire la guillotine et écarter ceux qui ne pensent pas pareil. Le tiers-monde, les prolétaires devaient faire une espèce de groupe monolithique. Et le féminisme était pour moi le premier groupe libertaire qui n'était pas monolithique, mais qui s'exprimait par cette singularité qu'elle réalisait à travers la littérature. Donc le corps et la littérature, c'était quelque chose qu'elle ajoutait dans l'humanisme des Lumières. Il était déjà là, mais ça ne s'était pas incarné dans un mouvement. Et c'est ça que moi j'ai essayé de chercher aujourd'hui, parce que contrairement à vous qui avez eu cette expérience extrêmement juteuse qui passe par le gigot, par le vin, par toutes les drôleries, etc., moi j'ai eu aussi une expérience de mouvement féministe qui pouvait être extrêmement serrée, rejetant celles qui ne pensent pas pareil, qui se groupent autour d'un chef. Et c'était pas le même, forcément, peut-être, mais en tout cas, il y avait des groupes aussi comme ça. Et je me suis dit, parfois, si le féminisme marque des crises aujourd'hui, c'est peut-être pas simplement parce que il y a des crises économiques et que la société se replie dans une espèce de morale conventionnelle, c'est parce que peut-être dans certains mouvements, dans certaines tendances du féminisme, on a oublié ce message de Beauvoir, à savoir que c'est un groupe
qui n'est pas fait de banalisation, mais qui est fait de respect des différences. Et je vais terminer là-dessus, quand on essaye d'aller comme ça un peu dans le monde entier pour voir quels sont les féministes en Chine et quels sont les féministes en Amérique ou quels sont les féministes en Russie, j'ai trouvé, c'était au moment du dernier prix Simone de Beauvoir, on était en décembre, il s'est trouvé que j'étais à Moscou pour des raisons professionnelles, et je rencontre une femme que j'avais découverte en la lisant, parce qu'elle est publiée chez Gallimard, qui s'appelle Ludmila Ulitskaya. Et c'est une femme remarquable qui m'a dit, mais moi, je trouve, et d'ailleurs elle l'a dit à la réception de son prix aux Deux Magots, ça a choqué beaucoup de féministes, elle dit, en lisant Beauvoir, des féministes, ou le message féministe de Beauvoir dans le deuxième sexe, je suis tellement brouillée par une espèce de massification du féminisme que je ne repère pas la nouveauté de Beauvoir que je retrouve quand je la lis dans ses romans. Et elle me raconte son histoire, elle me dit, c'était une petite fille russe, comme beaucoup de jeunes filles russes juives, qui avait adhéré au communisme et qui, à un moment donné, dans les années 50, 58, je crois à peu près, se trouve en proie à une persécution antisémite. Et elle me dit, quand je voyais que je n'étais pas considérée comme faisant partie du clan, j'étais très vexée. Et après, je me suis dit, mais je choisis de ne pas être comme tout le monde. Et qu'est-ce qui m'a appuyée dans cette idée de ne pas être comme tout le monde, mais de me battre pour que d'autres soient libres et ne soient pas comme tout le monde, mais qu'ils partagent cette idée qu'on peut avoir un groupe qui n'est pas comme tout le monde, où chacune se bat pour sa singularité, pour sa liberté. Et c'est en lisant Simone de Beauvoir, dit-elle, que j'ai découvert qu'on peut ne pas être comme tout le monde et partager ça dans une communauté avec les autres qui ne sont pas comme tout le monde. Et c'est ça la liberté. Et je le fais, dit-elle, en écrivant comme elle écrit, parce que le seul lieu public où on partage le fait qu'on n'est pas comme tout le monde avec tout le monde, c'est l'écriture. Et je pense que si on ne lit pas Simone de Beauvoir de ce côté-là, de ce côté créatif, du côté de la romancière, du côté de celle qui visite différents hauts lieux de la liberté féminine, même si elles n'ont pas été dans le mouvement féministe, on rate quelque chose d'un message qui est universel et qui peut dépasser un moment historique et qui peut renouveler peut-être même le féminisme à venir. Bon, alors, il faut pas fuir les choses qui fâchent, parce que Simone de Beauvoir ne se serait pas dérobée à ça. Donc je voudrais vous lire une phrase de Caroline Fourest, et je voudrais savoir comment vous réagissez toutes à cette phrase. Qu'aurait pensé Beauvoir de nos passions actuelles ? Comment arbitrerait-elle entre ses héritières ? Celles qui militent auprès d'intégristes pro-voile au nom de la solidarité avec les damnés de la terre, ou celles qui militent aux côtés du bloc identitaire au nom de l'union sacrée contre l'islamisation. Je n'en sais rien, et c'est bien le problème. Alors, Caroline, peut-être, pour expliquer un peu pourquoi vous n'en savez rien. Sûrement par ingratitude, encore une fois. J'insiste, parce que probablement qu'on peut savoir en étudiant de près Simone de Beauvoir, mais aujourd'hui, de fait, clairement, il y a des gens qui peuvent se revendiquer d'elle, et généralement aussi du féminisme, pour tenir des positions et prendre des postures totalement opposées, diamétralement opposées. Et je ne crois pas que, pour le coup, Simone de Beauvoir en soit responsable. Je pense qu'évidemment, l'état du monde, les passions personnelles, les trajectoires individuelles expliquent ces choix diamétralement opposés, mais qui confirment ce que disait Julia Kristeva, et ce dont personne n'avait douté, c'est que le féminisme n'est pas un monde monolithique, ça c'est sûr, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et notamment, je pense que là, quand même, alors, là où quand même on peut dire que Simone de Beauvoir apporte quand même, évidemment... Je dis dans ce texte que Camus m'aide plus à penser sur ces questions-là en ce moment, sur la fin justifie-t-elle les moyens, sur des choses par rapport à peut-on être aux côtés... Je n'avais pas cité cette phrase, sans doute par anti-camusisme primaire. Mais aux côtés à la fois d'une lutte qui est de la suite de la lutte anticoloniale, et en même temps... tout en ayant cette vigilance antitotalitaire face au risque de la récupération des espoirs et des libertés par des mouvements notamment intégristes. C'est compliqué, ce sont des fractures aujourd'hui qui se recoupent, qui se marchent les unes sur les autres, qui se passent par étapes. Et dans ces cadres-là, si on prend un peu à Beauvoir, un peu à Camus, peut-être parfois un peu moins à Sartre,
et elle apporte évidemment quelque chose. Ce qu'elle apporte, en tout cas, elle ne peut pas trancher l'arbitrage de ses héritières, puisque c'est à nous de le faire, pas à elle. On va le faire. C'est pour ça que je vous demande. Et voilà. Non, on va le faire. Moi, comment je le tranche, en tout cas, je me raccroche évidemment au fait que Simone de Beauvoir est un chemin vers le féminisme, mais le féminisme universaliste. Et donc, c'est un féminisme qui est déconstructeur, c'est un féminisme qui n'est pas dans l'exotisme, c'est un féminisme qui ne se satisfait pas de l'essentialisme et qui, par définition, considère qu'on regarde l'autre comme on regarde soi-même. Et regarder l'autre comme on regarde soi-même, ça veut dire que quand, en ce moment, il se passe tant de choses en Tunisie, en Égypte et ailleurs, on ne raisonne pas en se disant qu'est-ce qu'il se passe du côté de ces gens-là. On se dit qu'est-ce que je ferais moi si j'étais tunisienne, égyptienne, algérienne. Et cet universalisme-là aide à penser l'émancipation en permanence. De même que quand on voit une femme voilée ou une femme en burqa, carrément entièrement grillagée, on ne se dit pas « Tiens, c'est exotique cette coutume qu'ont les autres ». On se dit « Mais elle s'adresse à moi, et si c'était moi, et qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette femme-là ?» Parce qu'on se considère comme sœur de toute femme potentielle. Et c'est ça l'universalisme, c'est regarder encore une fois l'autre comme un soi-même. Donc dans cette confusion actuelle, dans ce bouillonnement actuel, je pense qu'il faut retrouver le sens de ce refus de l'exotisme pour sortir de certaines postures un peu faciles. C'est-à-dire qu'il y a une immense... Dans l'étape de l'au-delà, je parlais tout à l'heure de l'au-delà du deuxième sexe, il y a le grand chantier, mais qui était déjà initié à l'intérieur, le grand chantier évidemment de la déconstruction des genres, de la déconstruction de tout ce qui est transgression masculin-féminin, qui est évidemment pour moi le continent de l'avenir à explorer et qui est déjà en partie largement exploré. Mais qui est exploré par des gens avec des boussoles plus ou moins confuses. Parce qu'aujourd'hui, au niveau par exemple du queer et du transgenre, vous avez ceux qui sont totalement pour l'indifférenciation des genres et la déconstruction de tout ce qui marque la différence des sexes. Et puis vous avez des gens qui sont en train de nous expliquer que le voile est la figure de l'hypermodernité et qu'on est tous des ayatollahs si on considère que vouloir marquer la différence homme-femme à ce point-là, ça ne nous paraît pas exotique et ça nous paraît être réactionnaire. Donc au nom de la même idéologie, et à mon avis au nom d'ailleurs d'une lecture, là pour le coup il faudrait parler plutôt de Foucault, il y a aussi une vision du transgenre aujourd'hui qui pense que tout ce qui est subversif est progressiste. Le problème, c'est quand même de se poser la question de qu'est-ce qu'on subvertit. Parce que si on subvertit une norme qui est une norme patriarcale, qui est celle de l'ordre établi patriarcal, évidemment, la subversion est progressiste. Si la subversion, en revanche, c'est de subvertir la laïcité et l'égalité homme-femme, c'est peut-être très, très, très comme ça, spectaculaire, démonstratif, ça va peut-être faire hurler et des gens de gauche et des gens de droite, mais c'est pas parce qu'il y a des gens de droite qui hurlent, des nationalistes, des intégristes chrétiens ou pas, qu'on doit considérer qu'immédiatement, être de gauche, c'est être opposé, être de l'autre côté, et donc, par exemple, trouver que le voile, c'est formidablement sympathique, exotique, etc., etc. Donc, malgré tout, Beauvoir m'aide quand même à trancher pas mal, même si je viens de me souvenir pourquoi le deuxième siècle m'avait paru un peu plus fade que mes lectures précédentes en écoutant Liliane, c'est parce que j'ai pris les choses à l'envers. Moi, j'avais lu Scum Manifesto avant. Et c'était alors qu'il vaut mieux le faire graduellement, surtout que quand on lit Scum Manifesto, il faut bien le dire, on est à deux doigts du terrorisme. On est à deux doigts du terrorisme, franchement. Mais la littérature, est du terrorisme. Mais complètement. Et si le terrorisme n'était que dans la littérature, on aurait gagné beaucoup. C'était ce que je voulais dire. Voilà, juste pour finir, c'est qu'on peut être contre le totalitarisme, le terrorisme, et être une féministe ultra radicale qui sait aussi, grâce à la littérature, relativiser les choses. Et même quand la littérature féministe est aussi radicale et déconstructionniste que ça, elle n'a jamais mené à ce que les adversaires, les partisans du patriarcat, de la domination masculine sont capables de produire, même quand ils ne sont pas à deux doigts du terrorisme. Mais voici là, vous qui avez écrit un livre de colère contre l'indulgence de certaines féministes européennes sur ces affaires de voile, vous avez sans doute une opinion à dire. Je sais pas, moi j'ai plutôt envie de parler de ce qui se passe aujourd'hui, de le relier un petit peu avec justement Simone de Beauvoir, par exemple. Quand Julia Kristeva parle mais au centre de cette réflexion de la liberté, je crois que c'est très très important.
Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des tensions qui traverse le mouvement féministe maghrébin. Parce que le mouvement féministe maghrébin s'est engagé très, très fort, avec beaucoup de courage, de travail, de ténacité, plutôt, si vous voulez, dans la conquête des droits pour les femmes, mais pas dans la conquête de la liberté. C'est-à-dire que je crois que, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est très important, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe. C'est-à-dire que le mouvement auquel j'appartiens, et nous avons de nombreuses discussions là-dessus, pour un peu caricaturer, quand nous avons fêté le 10e anniversaire du collectif Maghreb Égalité, et nous avons été obligés évidemment de faire des bilans assez négatifs de notre travail, puisqu'on n'a pas beaucoup obtenu de droits, on n'a pas eu beaucoup de succès dans les pays comme l'Algérie, le Maroc. Et je leur disais, si au moins nous nous étions libérés nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes toujours restés, si vous voulez, dans les sociétés, justement, dans ces sociétés du sud de la Méditerranée, du côté de... Nous avons toujours voulu être des protagonistes politiques, c'est-à-dire que nous avons voulu discuter avec les pouvoirs pour obtenir plus de droits, n'est-ce pas? Mais nous avons oublié, nous avons peut-être pas oublié, peut-être que c'était trop difficile, nous avons oublié le chemin de la libération personnelle, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, il fallait à ce moment-là tout remettre en cause, et en particulier la structure familiale. Et la structure familiale dans nos pays, où il n'y a pas de garantie ni par l'État, ni de garantie collective, ça reste très paradoxalement, peut-être le refuge, le dernier refuge. Un refuge où il se passe des choses terribles pour les femmes, n'est-ce pas, dans les familles aujourd'hui. Mais ça reste quand même un rempart contre la violence du pouvoir politique, la violence de l'État, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu, si vous voulez, cette tension qui est au sein du mouvement féministe. Et c'est pour ça que ce qui arrive aujourd'hui, moi, me rend tellement heureuse, dans la mesure où on voit que ça commence à se craqueler, ça commence à éclater. C'est-à-dire qu'on voit apparaître aujourd'hui, d'une façon spontanée, sans essayer d'expliquer, sans essayer d'ailleurs de comprendre même, à travers ces mouvements insurrectionnels, n'est-ce pas? On voit cette idée de la liberté, de la dignité, n'est-ce pas? Qu'on n'arrivait pas, que dans les mouvements de libération nationaux, parce qu'au fond nous sommes des enfants de la décolonisation, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup travaillé sur la libération du pays, mais nous n'avons jamais travaillé sur la liberté, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le travail qu'il faut maintenant faire aujourd'hui. Par exemple, en Algérie, il y a des mouvements qui commencent à s'organiser autour d'une question fondamentale qui est la liberté de conscience, n'est-ce pas? Et la liberté de conscience, c'est le départ de tout. Quand un journaliste m'a dit alors c'est pour la démocratie, j'ai dit je ne dirais pas démocratie aujourd'hui avec ce qui se passe. Peut-être qu'on est en train de réinventer une démocratie, n'est-ce pas? Mais c'est surtout, si vous voulez, le phénomène de liberté. Et ce problème de la liberté pour les femmes, il est central, il est fondamental, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une des tensions dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire de cette liberté individuelle des femmes et des hommes d'ailleurs, des femmes et des hommes, pour construire justement construire une société démocratique. Mais c'est sans doute la chose qui, moi, m'intéresse et me préoccupe le plus. Et c'est pour ça que, quand vous avez parlé de Beauvoir et des romans, il faut lire les romans, mais c'est aussi la vie de Beauvoir qui est intéressante. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, elle a inscrit par sa vie les territoires de la liberté des femmes. Elle a dessiné les territoires de la liberté. Et d'une façon, évidemment, il y en a eu d'autres avant elle. Je pense peut-être à George Sand, je pense à d'autres femmes. Mais elle l'a fait, en même temps, elle l'a fait et elle l'a pensé, n'est-ce pas? Et je crois que le féminisme,
c'est évidemment des mouvements, c'est des engagements, c'est des actions, mais c'est aussi d'abord avant tout une pensée intellectuelle, une pensée politique. Et c'est ce qu'on trouve chez Simone de Beauvoir parfaitement, c'est-à-dire cette pensée politique, et en même temps ce modèle de vie, en quelque sorte, n'est-ce pas, qui fait naître la pensée, c'est-à-dire cette rencontre entre la vie et la pensée. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire.